Chaque matin, le réveil impose sa cadence. On se lève, on s'habille, on déjeune machinalement. Un baiser rapide sur le front des enfants, un autre à moitié volé à celui ou celle qui partage notre vie. Et ces rituels immuables. À ce soir tout le monde. La routine, tout simplement. Et puis, un jour, cet équilibre se brise. Le silence remplace les éclats de rire du dîner. Et à ce soir, ne trouvera plus jamais d'écho. Pour ce nouvel épisode, j'ai traversé la France pour recueillir le récit bouleversant de Fanny. Il y a 7 ans, un accident de la route lui a arraché son mari. Fanny revient sur cette journée fatidique où son ultime souvenir de lui reste ce simple signe de la main juste avant qu'il ne prenne la route. Elle nous raconte, avec une émotion à fleur de peau, le choc des premiers jours et le long cheminement des années qui ont suivi. Fanny témoigne de la manière dont elle a affronté l'absence de Christophe, tout en accompagnant le deuil de ses enfants. C'est l'histoire d'une reconstruction patiente, portée par l'amour de ses proches et le soutien de ses collègues. À travers son sillage, elle nous rappelle que la vie est d'une fragilité extrême. Alors chaque matin, prenez le temps, embrassez ceux que vous aimez, respirez le parfum de vos enfants et faites provision de leur amour. Attention, cet épisode très intense en émotions aborde des thèmes sensibles tels que le deuil brutal, l'accident de la route et la perte d'un proche. Si vous traversez actuellement une période difficile ou si ces sujets sont trop douloureux pour vous, nous vous conseillons d'écouter ce témoignage dans un moment où vous vous sentirez prêt et entouré. Bonjour Fanny. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi et de venir raconter ton histoire à mon micro. Je te laisse te présenter. Donc, je suis Fanny, une infirmière diplômée depuis 97. Voilà, j'habite Cercy-la-Tour, j'ai 50 ans cette année, donc un nouveau départ peut-être ou pas. Est-ce que tu as des enfants ? J'ai 2 enfants, donc Aurélien et Léa. Aurélien a 27 ans et Léa 23 ans. Ok. Donc aujourd'hui, tu es là pour nous raconter ton histoire avec ton mari, Christophe. Oui. Qui malheureusement n'est plus là depuis bientôt 7 ans. Oui. C'est ça. Alors on va remonter un petit peu le temps. Comment est-ce que tu as rencontré Christophe ? La rencontre s'est faite grâce à une grève des trains. Donc, merci. Comme quoi ça sert à quelque chose. Merci la grève. Donc en fait, moi j'étais à l'école d'infirmière sur Nevers et lui allait en BTS. Et en fait, grâce à la grève des trains, lui n'a pas pu rentrer chez lui le soir. Donc on s'est retrouvés chez un ami commun et voilà, ça s'est fait comme ça, rencontre et rapidement histoire qui commence. Ok. Voilà. Vous vous êtes mariés ou pas ? Oui, en 2002. Oui. Ouais. Et les enfants sont arrivés ? On avait déjà Aurélien, qui était né en 98, et Léa est née l'année d'après du mariage. D'accord, ok. Et donc toi, tu étais infirmière à l'hôpital ? À l'hôpital, toujours, okay. Sur 2-6. Plutôt sur dans quel service tu bossais ? Sur le pool, j'ai travaillé quasiment 10 ans sur le pool de nuit. Ça te permet de tourner, de faire plein de choses différentes. Exactement. Et Christophe, qu'est-ce qu'il faisait comme boulot ? Donc lui, il était agent EDF. Donc il a commencé en releveur de compteur, puis après il était sur les postes sources, donc avec des astreintes pour dépanner quand il y a les tempêtes et tout ça. D'accord, ok. Est-ce que vous aviez des passions communes ? Beaucoup de passions communes, donc la nature déjà, beaucoup. Ouais. Voilà, donc on a fait découvrir ça à nos enfants et les voyages. Donc on a voyagé, on se faisait un voyage tous les 2 ans en fait. Ouais. On partait en vacances tous les ans, mais les grands voyages à l'étranger, voilà, tous les 2 ans. Ouais. Passion aussi des concerts. On a vécu vraiment bien notre histoire et heureusement parce que on était jeunes, mais on a bien. Vous faisiez beaucoup de choses ensemble. Oui, heureusement. Maintenant, je me dis heureusement. Ouais. Donc raconte-nous ce qui s'est passé ce mois de novembre 2019. Oui, donc justement, on a passé la journée avec mon papa et son ami. On a été aux champignons, c'était l'époque des champignons. Donc comme notre passion, voilà, on emmène mon papa et son ami aux champignons, on rentre en fin d'après-midi et on devait récupérer de la viande qu'on achète chez le producteur.
donc sur Decize. Et on avait un peu de retard parce que, voilà, comme on dit, le destin, peut-être, je ne sais pas, mais on s'était perdu dans les bois alors qu'on se perd jamais. Donc on avait déjà un peu de retard, donc on avait prévenu le producteur qu'on serait pas au rendez-vous et il nous a du coup déposé le colis dans un magasin en disant il n'y a pas de souci, vous venez, même si c'est plus tard, c'est pas grave, il est dans le magasin. Donc on est rentré, mon mari est parti, Christophe est parti, voilà, en faisant un petit signe. Et moi, entre-temps, parce qu'on avait aussi des projets communs, donc qui étaient la location d'appartements et de maisons. Donc on avait rénové une maison sur Cercy et donc moi je devais faire l'état des lieux. Donc au départ on devait faire l'état des lieux tous deux parce on avait quelqu'un qui rentrait dans la maison et comme on avait ce fameux retard, on s'est séparés. Ouais, vous avez pris des chemins différents. On a pris les chemins différents, donc lui a décidé d'aller chercher la viande et moi d'aller faire l'état des lieux d'entrée de ses locataires. En même temps ma fille qui était sur Decize chez une amie m'a dit m'a appelé en me disant papa il peut venir me chercher, du coup comme il savait qu'il descendait pour la viande. Donc, je lui ai dit bah oui mais il est pas en avance, t'inquiète pas. Donc mon mari était encore là avant de partir. Je lui ai dit tu pourras récupérer Léa, du coup ça évitera qu'elle prenne le train. Et donc on part tous les deux chacun de notre côté. Moi je vais à la maison de location et ma fille m'appelle une demi-heure après en me disant papa est toujours pas arrivé, il m'avait dit telle heure. Je lui ai dit écoute on n'était pas en avance, t'inquiète pas, le temps qu'il récupère le colis. Voilà, donc et elle insistait et au bout d'un moment, ça faisait peut-être 3/4 d'heure, bien 3/4 d'heure qu'il était parti, 1 heure. T'as commencé à t'inquiéter? J'ai commencé à m'inquiéter parce que ma fille me harcelait de coups de fil en me disant mais papa est pas là, j'arrive pas à le joindre. Voilà, déjà elle me disait j'arrive pas à le joindre. Du coup, les locataires, moi je commençais un petit peu à m'inquiéter, donc j'aurais dit, je les connaissais un peu, donc j'ai dit écoutez, je vais aller voir ce qui se passe, je rentre à la maison, on finira demain, Oui, c'était pas dans ses habitudes. Non, de pas prévenir déjà. Ouais. Il aurait pu, s'il n'y avait pas eu ma fille à récupérer finalement, il aurait pas, je me serais pas inquiétée puisque je l'aurais pas su. Et voilà. Oui, mais là, du coup, t'avais il y avait cette chose à faire et c'était pas normal qu'il y soit pas, quoi. C'est ça, exact, et sans prévenir. Ouais. Donc, et surtout qu'elle me dise qu'ils répondent pas au téléphone parce que il aurait répondu au bout d'un moment. Il fallait pas 3 heures pour récupérer un colis. Oui. Voilà. Et du coup, j'ai des amis pompiers sur Cercy et je sais pas pourquoi, direct, j'ai pensé au pire, à l'accident, voilà. Donc j'ai appelé une amie pompier et je lui dis est-ce qu'il y a eu un... Donc ça c'était 6 heures, 6h30 par là. J'ai dit est-ce que tu as eu un départ, est-ce qu'il y a eu un appel sur un accident dans le coin, elle me dit écoute non, elle dit je regarde mon bip machin, elle dit non, elle dit il n'y a pas de sortie pour l'instant, alors je lui explique un peu, je lui dis écoute c'est bizarre, Christophe répond pas, mais je voulais être sûre, ça me rassure, voilà. Ouais, tu te sens rassurée. C'est ça, je me sens rassurée à ce moment-là, même si je me dis c'est quand même bizarre. 5 minutes après, elle me rappelle, donc elle s'était renseignée en fait. En fait, elle avait vu qu'il y avait eu un appel, mais elle me l'a pas dit au téléphone. Et elle a voulu se renseigner. Elle a voulu se renseigner avant, et comme elle nous connaît très bien, c'est une amie, elle me rappelle 5 minutes après, elle me dit est-ce que Christophe était à moto? Parce qu'il fait de la moto. Je lui dis non, il est parti en voiture, elle me dit écoute, t'es où là? Je dis je suis partie, dans ma tête, fallait que j'aille voir, faire ce trajet. Tu voulais faire la route. Ouais. Donc j'ai dit écoute, moi je prends la voiture, je m'inquiète, je vais voir ce qui se passe. Oui, alors parce que pour les gens qui connaissent pas, il y a combien de kilomètres entre ton domicile? 15 km. 15 km à peu près. Ouais. Donc je lui dis, j'ai à mon amie, elle me dit écoute, arrête-toi. Donc là j'étais en Bluetooth sur la voiture parce que j'étais partie. Et elle me dit écoute, mets-toi sur un parking, je te rejoins, tu vas pas, vas-y pas toute seule, je reviens. Tu te doutes de quelque chose? Oui, je commence à... Puis je sais pas, dans mon fort intérieur, je me disais il y a quelque chose. Tu le sentais? De toute façon, je sentais qu'il y avait... Déjà pour que je prenne la voiture pour aller voir, c'est que... Oui, c'est pas quelque chose que tu aurais fait autrement. Et du coup, je m'arrête et là, elle me dit écoute Fanny, il y a eu un accident en effet, mais elle dit c'est une moto. Elle dit tu m'as dit qu'il n'y avait pas Christophe était pas en moto, donc elle dit t'inquiète pas, on va aller voir, mais elle dit je sais quoi l'accident, elle dit c'est voiture contre moto. Mais voilà, ça veut rien dire. Il était quasiment arrivé au point de Decize, voilà. C'était dans une grande ligne droite et elle me dit écoute je t'emmène, on va voir, mais elle me dit rien. Et là sur le trajet on croise les gendarmes à gyrophare à fond, mais
Enfin, déjà, moi, quand j'avais été à la maison de location, la gendarmerie de Cercy est à côté, et j'ai croisé une voiture de gendarmerie avec gyrophare à fond. Et j'ai dit, je sais pas, déjà, ça m'avait fait un peu bizarre. Et là, cette même voiture, je la recroise dans l'autre sens. Et là, je me dis... Séverine me dit, je dis, tiens, il y a le gendarme, je suis sûre que c'est lui, Séverine, je suis sûre que c'est lui, et elle me dit, mais attends, faut qu'on aille, on va voir et tout. Et là, quand on arrive sur les lieux, en fait, bon, c'était bien arrêté avant, ma copine connaissait les pompiers, il y avait des gendarmes, et elle me dit, on pense que peut-être la voiture qui est concernée est, moi je causais plus, elle peut être le mari de mon ami. Elle fait comme ça aux gendarmes, et les gendarmes ils font, c'est comment le nom de votre ami, donc elle dit mon nom, et là, attendez, de toute façon vous pouvez pas avancer plus, attendez, je me renseigne, il le savait déjà. Il dit j'appelle mon chef, machin. Donc ça dure 10 minutes où on est arrêté comme ça. Et là on voit, en fait ils ont appelé la voiture qu'on avait croisée, cette voiture venait m'annoncer que Christophe avait eu un accident. Donc, ils ont rappelé en disant que j'étais sur les lieux, donc tout ça a duré, parce que voilà. Donc parce qu'il fallait que ce soit le chef qui m'annonce que malheureusement c'était bien lui qui avait eu l'accident avec cette moto et qu'il était décédé sur le coup. Voilà. Donc voilà comment on a appris, et un peu, on est un peu dans le désarroi, on n'est plus là, quoi, en fait. Moi, ton corps tout s'arrête là, l'esprit, le corps, tout... Tout s'arrête, je me rappelle avoir tapé le gendarme, le pauvre, il n'y était pour rien. Je le connaissais d'ailleurs, c'était un gendarme de Cercy. Donc je lui dis mais non, c'est pas possible, c'est pas lui, et je le vois se décomposer en me disant mais si c'est lui, on est sûr, c'est sa voiture, il avait ses papiers. Il y avait ses papiers. Ils m'ont bien demandé si c'était lui qui avait pris cette voiture avant et tout, parce qu'au niveau reconnaissance faciale, finalement, ils pouvaient pas le reconnaître. Donc c'est pour ça qu'ils voulaient être sûrs que c'était lui qui avait pris la voiture, et pas qu'il l'ait prêté à quelqu'un. Exactement. Bien sûr. Parce qu'il a été touché au niveau du visage, donc ils pouvaient pas, même les gens qui le connaissaient ne pouvaient pas le reconnaître. Voilà. Donc après, il y avait mes collègues du SMUR qui étaient présents, donc comme je pense, et on m'a raconté après que j'étais dans un état second et pas bien. Donc eux ayant fini sur les lieux vraiment, ils sont venus me voir et m'ont prise en charge pour m'emmener aux urgences. Voilà. Et j'ai été accueillie par mes collègues. Parce que toi, tu te rappelles de quoi, là ? De tout ça, là ? Tu te rappelles rien ? Si, je me rappelle, j'ai des flashs, je me rappelle ces gyrophares de partout parce qu'il faisait nuit. Oui, c'était le soir en hiver. C'était le soir en hiver, donc il faisait nuit, donc des gyrophares partout. Je me rappelle qu'ils m'ont mis dans la voiture, avec le SMUR, que ma collègue, parce qu'en plus je connaissais du coup. Oui, tu connais tout le monde. Que j'essayais de prévenir ma mère au départ, parce qu'il fallait que quelqu'un soit là pour ma fille. Donc j'arrivais pas à déverrouiller mon téléphone, donc ma collègue m'a aidée. J'ai réussi à appeler ma mère qui a hurlé au téléphone. Je lui ai dit, faut t'occuper d'Eléa, elle est chez sa copine, voilà, faut... Donc, et après, je me rappelle qu'ils m'ont emmenée aux urgences. Mes collègues étaient vraiment pas bien pour moi, normal. Bien sûr, Et la cadre des urgences avait appelé en fait la cellule psychologique. Elle avait anticipé pour que je sois prise en charge à l'arrivée. Et ça a été important pour toi que ce soit tes collègues qui soient là à ce moment-là ? Important, oui, mais difficile parce que ils n'étaient pas bien pour moi. Oui, et puis tout le monde te connaît. C'est ça. Tu connaissais Christophe aussi. Tout le monde connaissait Christophe. J'ai le chef de service des urgences, la chef des services des urgences qui est venue de chez elle dès qu'elle a appris. La cadre l'a prévenue. Elle voulait être là pour moi. J'ai la cadre, là c'était au moins 9h du soir. J'ai la cadre des urgences qui était restée jusque temps que j'arrive. Qui est restée longtemps. Et puis après, ils ont prévenu en même temps
ma tante par alliance, qui elle est soignante enfin était, puisqu'elle est retraitée maintenant, dans le service de médecine, et qui était du soir en fait. Donc... Oui, t'as un véritable bataillon là. C'est ça. Ouais. Donc elle est descendue, malheureusement, voilà. Et entre-temps, j'ai appelé mon fils, parce qu'il y avait mon papa et mon fils, quand on est allé aux champignons, qui étaient descendus, qui étaient avec nous depuis la veille, en fait, qui était reparti chez son ami qui habite en Côte d'Or. Donc, quand nous, on s'est séparés pour aller chacun à notre... Ouais, lui, il est reparti. Lui, il est reparti chez la copine, donc je l'ai appelé Je me rappelle de l'avoir appelé en lui disant « T'es arrivé ?» Il me dit oui, je suis arrivée. J'ai dit « Il faudrait que tu reviennes, papa a eu un accident, c'est très grave, mais je lui ai pas dit... » Tu lui as pas annoncé au téléphone, ouais. Donc, en fait, mon fils, je lui ai dit « Faites attention, mais il faut que tu viennes, c'est très grave. » Ouais. Donc, il est revenu avec son ami... aux urgences aussi. Et puis entre-temps, je sais même pas qui a été cherché. Je crois que c'est la maman de mon ami, de la copine d'Eléa qui a dû ramener Eléa là aux urgences. Je sais plus trop. Enfin, tout le monde, toute la famille est revenue. Donc tu as attendu que tes enfants soient là ensemble pour leur annoncer ? Ah non, ma fille était déjà au courant en fait. D'accord. Donc là où je suis en colère, ça je me rappelle par contre. En fait, ma fille l'a appris par une copine. D'accord, ok. C'est même pas moi qui lui ai dit. Ouais. Moi, j'avais appelé la maman de son amie pour lui dire écoute, il y a un accident sur 2-6, c'est Christophe, tu dis pas Eléa, mais son papa est mort. Je crois que ça s'est fait comme ça. Elle m'a dit écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je sais plus. Je dis moi, je suis aux urgences et je pense que c'est fait comme ça. Et en fait, quand Eléa est arrivée, ils l'ont emmenée directement dans la pièce où j'étais. Et en fait, j'ai appris plusieurs jours ou semaines après, elle m'a annoncé que c'était une de ses copine, même pas copine, une fille, une connaissance d'école, qui, le papa ou je sais pas qui, était sur les lieux en tant que pompier et avait déjà alerté tout le monde sur les réseaux sociaux, et voilà. Donc en fait, Eléa l'avait appris comme ça, que sa copine, cette connaissance lui a dit « Désolée pour ton papa », par message. Alors qu'elle était même pas au courant, donc voilà, les réseaux sociaux. Ça t'a volé quelque chose ? C'est pas que ça m'a volé quelque chose, c'est que je me dis, elle avait pas à l'apprendre comme ça. T'aurais aimé être avec elle. Ouais. Déjà être avec elle, et on n'apprend pas le décès de son papa sur les réseaux, quoi. Et quel âge avaient tes enfants à l'époque ? Eléa avait 16 ans, et Aurélien 20 ans. Ouais. Donc il venait, lui, de commencer à travailler, voilà. Il venait de s'installer. Et donc, quand Aurélien arrive, tu lui annonces aussi ? Alors, Aurélien arrive, c'est pas moi qui lui annonce, parce qu'en fait, toute la famille était en salle d'attente. Donc, quand il est arrivé, tout le monde était bien, donc il l'a appris comme ça. Donc, Aurélien, alors, comment dire, Eléa, elle est un peu comme moi, très sensible, Aurélien aussi, mais différemment. Donc, lui, en fait, il y a eu un bug total, aucune émotion. Voilà, il est resté figé. Aucune. Okay. Donc il est rentré, m'a pris dans ses bras, moi je lui relève, ça je me rappelle. Voilà, rien. Pas de larmes ? Rien. Ouais. Rien. Et juste je suis là. Voilà. Il s'est senti comme le devoir de vous protéger, peut-être ? Exactement. Bon, maintenant avec du recul, on le voit, on le comprend. Oui, c'est lui qui a pris la place de l'homme de famille. C'est ça, la place de l'homme de famille et la place de son papa, avec qui, de toute façon, on est une famille très fusionnelle. Donc de son papa, où l'après-midi il était aux champignons avec, et là il arrive et il est plus là. Il est plus là et il le croit pas. Voilà. Ouais. Il le croit pas, mais il le comprend. Ouais. Voilà. Entre-temps, moi, je ne savais pas qui était responsable. Oui. Donc, je savais qu'il y avait une autre victime. Oui, il y avait une moto. Donc, il y avait une moto aussi. Une moto en face, choc frontal. Donc, moi, j'étais... Mais comment ça s'est passé ? Tu avais besoin de savoir ? J'avais besoin de savoir si mon mari avait tué quelqu'un. Ouais. Ou si c'est lui qui avait été tué. Ça, je ne l'ai pas su de suite. Même si tout le monde sur place le savait à peu près déjà. Le seul bémol, c'est qu'en fait, Christophe était en train de doubler une voiture.
Donc c'est pour ça qu'ils m'ont pas dit directement qu'il était pas responsable de l'accident, parce qu'il fallait qu'il fasse Oui, il y avait une enquête à faire. Ouais. Donc j'ai ma cadre des urgences qui est venue me voir en me demandant si un collègue infirmier des urgences pouvait venir me voir, qui était sur les lieux parce qu'il est pompier. Pouvait venir me voir et me parler parce qu'il avait besoin de me... Enfin voilà, il voulait me voir, normal, mes collègues. Donc je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci. Et là, je me suis effondrée quand il est arrivé. Je me suis dit, je lui ai demandé, il a tué quelqu'un. Et là, il me dit, Fanny, j'ai pas le droit trop de dire, mais à 95%, il est innocent, il a tué personne. Je peux pas te dire, on n'a pas vu, Oui. mais de ce qu'on a vu sur les lieux et de ce qu'on sait maintenant un petit peu, Christophe n'est pas responsable de l'accident. Donc là, ça m'a enlevé un petit poids, un léger, minime petit poids, de me dire, déjà, il n'est pas responsable, mais de me dire, il a été tué. Donc ça, c'était compliqué. Et aux urgences, du coup, il y avait aussi la famille de ce... Je ne sais pas comment l'appeler, parce que pour moi, Ouais, cette autre personne, ouais. Voilà. Il y avait sa femme et son beau-père, le papa de sa femme. Et je vois les vois passer, en fait, dans le couloir des urgences. Moi, j'étais dans la salle. Aucune émotion non plus de leur part. Puis voilà, ça reste là. Et donc après, on rentre. Enfin, on rentre. Je ne suis pas rentrée à la maison. On m'a un peu imposé d'aller chez la tante de Christophe, où ils ont accueilli toute la famille et où j'ai dormi avec les enfants et mon papa qui est resté aussi. Bon, maman habite à côté, donc elle allait rentrer chez elle. Mais ils ne voulaient pas que je revienne à la maison et voilà. Donc ils m'ont un peu, entre guillemets, shooté aux urgences pour que je puisse me reposer. Parce qu'honnêtement, la cellule psychologique, oui, mais non. Je pense que à chaud comme ça, c'est difficile. Ouais. Je pense qu'on pourrait te dire n'importe quoi. À chaud, à froid, je pense qu'il y a rien. Ça n'a jamais fonctionné. Il n'y a rien qui rentre, quoi. Ouais, non, voilà, exactement. Non. Donc, puis ça, voilà, il y a des personnes, je pense que ça peut marcher, qui ont besoin de parler tout de suite, et puis d'autres, c'est pas possible, quoi. Non, ça passe non, pas. non. Ouais. Donc voilà, les circonstances de l'accident. Est-ce que, du coup, le lendemain, tu as pu voir Christophe ? Alors, en fait, ça a été très difficile aussi. Donc, dans la continuité des choses, ayant été touchée au visage, les pompes funèbres me refusaient de le voir. Ouais. Donc, on est allé le lendemain, on avait rendez-vous le lendemain pour toutes les démarches. Où là, le fait est, nous recroisons, enfin moi que je savais pas au départ que mamie, quand je l'avais vu la veille, la femme et le beau-père aux urgences, je savais pas, je le sais maintenant, mais je savais pas que c'était eux. Oui. Et comme par hasard, on avait rendez-vous à 10h et on arrive et qui sort ? La femme et le beau-père. Ouais. Moi je savais pas non plus. Pas très judicieux cette histoire. Pas très judicieux. Non, c'est clair. Et donc là, mon papa me dit, c'est la femme du motard. Comme en fait, il les avait vus la veille aux urgences. Il me dit, c'est la femme du motard et son papa. Et là, il me dit, j'ai discuté avec son papa en salle d'attente, quoi. Et il dit, honnêtement, on ne sait pas ce qui s'est passé, certes, mais son papa m'a dit que c'était un délinquant. D'accord. Donc mon père me dit ça. Parce qu'il voyait que moi je culpabilisais de me dire... Oui, il avait envie de te rassurer. De me rassurer dans le sens où je me dis, cette dame elle me regarde, elle sait que sûrement que je suis la femme de... peut-être celui qui a tué son mari. Je me suis effondrée et papa me dit non. Ces gens-là... Même eux savaient que... Ouais. Eux en fait, ils étaient sûrs que c'était lui le responsable. Puisque c'était quelqu'un de délinquant, de drogué, de tout ce qui s'ensuit. Ouais. Il y avait déjà des problèmes. Il y avait déjà des problèmes et pour eux, voilà, c'était... il n'y avait aucun doute. Il avait dit à mon père, je suis désolée, je m'excuse pour ce qui s'est passé. Ouais.
Voilà, il s'est excusé en fait. Ouais. Lui la veille, sans savoir les causes de l'accident, il s'est excusé. Et il savait déjà un petit peu. Ouais. Et il lui a dit vous m'excuserez ma fille envers votre fille parce que de ce qui s'est passé, parce que mon gendre était une pourriture quoi. Voilà. D'accord. Donc le lendemain, voilà, on était aux pompes funèbres et moi je voulais qu'un truc, c'était être avec lui. Donc là, ils me disent, de toute façon, il faut qu'ils le préparent, il faut que... Voilà. Et que pour eux, c'est pas une bonne idée. Une bonne idée de le voir. Donc moi, je leur laisse pas le choix. T'as besoin. Ouais. Moi, je leur laisse pas le choix. Je leur dis, de toute façon, vous m'empêcherez pas. Ouais. Il faut que je le voie. T'avais besoin de le voir pour aussi, comment dire, parce que tu le sais, mais... fallait que tu aies l'image de lui aussi pour accepter vraiment qu'il soit parti. C'était vraiment pour lui dire au revoir. Pour être sûr déjà. Oui, pour réagir que c'était lui. Ouais, c'est ça. Que c'était bien lui. Et puis aussi pour être vers lui. Être auprès de lui. Ouais, le toucher. De pas le laisser. Et donc les pompes funèbres, est-ce qu'ils acceptent que tu le vois? Est-ce qu'ils t'imposent une certaine condition? Ou ils te laissent? Voilà, la condition, donc, c'était de le voir... avec un drap qui lui couvrait le haut du corps en fait, dans le cercueil. D'accord. Voilà. Donc, mais pas avant. Alors il m'avait dit, donc ça c'était le vendredi soir, l'accident, et il voulait pas avant le dimanche ou le lundi. Donc, parce que le temps de faire les soins, le temps de tout ça. Et c'était un week-end, donc pareil, caractère sûrement un peu affirmé de ma part, je refuse. Puis ça te paraît une éternité, quoi. Enfin, éternité, je pense que... et je refuse. Dans ces cas-là, c'est hors de question. Ouais. Moi, je veux le voir aujourd'hui. C'est hors de question. Donc la famille essaye de me raisonner. Je refuse. Je dis non, c'est stressé. Je veux le voir. C'est maintenant, tout de suite, dans 2 heures, mais je le vois aujourd'hui. Du coup, j'ai réussi à aller le voir le samedi soir, vers 18h. Donc 24 heures après l'accident. Et là, toute la famille est là, avec moi, et les enfants. Et là, je voulais y aller seule, je me rappelle. Mais mon papa et son oncle, enfin mon oncle aussi par alliance, donc refusent que je rentre toute seule dans la salle. Donc déjà, ils ont été le voir avant. Pour voir si je pouvais supporter, et même si, voilà, de toute façon, supporter ou pas supporter, toi t'étais prête. J'étais prête. Donc voilà, ils sont venus me chercher, et ils ont voulu être avec moi, donc... mais après, ils ont respecté, dans le sens où on est rentré dans cette pièce, et voilà, je l'ai vu, et bon, bien sûr, toutes les émotions qui vont avec, et 2 minutes après, ils m'ont demandé si je voulais être seule. Oui. Ils ont été là au début. Au début. Après, ils t'ont laissé. Et je leur ai dit, oui, ça va aller, laissez-moi toute seule, quoi. Je veux être seule avec. Donc ils sont partis, ils m'ont laissé. Donc en effet, il avait les habits, donc je lui avais préparé le matin. Et un drap sur le haut du corps. Donc en fait, il avait que partir du sternum, et puis tout le corps. En fait, je voyais que ses mains et le ventre, puisque il était couvert aussi au niveau des jambes. Et je vois ses mains avec l'alliance. Et je me dis, de toute façon, c'est lui. Tu reconnais ses mains? Je reconnais ses mains. Avec, comme disait Eléa à chaque fois, la taquine avec ça, ses petits poils sur les doigts, parce qu'il avait des petits poils sur les doigts, donc on le taquinait tout le temps avec ça. Et je me dis, c'est lui. Et je dis... voilà, donc je lui parle. Et je lui promets d'être là pour les enfants. Voilà. Après, je regarde un peu plus le cercueil, tout ça, en lui causant. Et pareil, je vois qu'il avait sûrement des traumatismes. Alors j'ai pas été, voilà, sûrement un traumatisme au niveau des jambes qui n'était pas forcément très bien aligné. Et je me demande, enfin voilà, j'ai des questions, mais que j'ai pas eu de réponse parce que finalement il n'y a pas d'importance. Mais pour montrer, enfin pour me dire l'importance du choc qu'il a subi. Et me dire aussi, me culpabiliser, parce que on avait 2 voitures à l'époque.
Et celle-là est donc une un peu plus 4x4, machin, enfin, un peu plus robuste. SUV, un peu plus robuste. Et je me dis, il aurait pris l'autre voiture, peut-être que il serait encore là. Donc ça, c'est des questions qui me viennent, et après, avec Oui, le il y a temps, de la remise en question. J'ai eu les réponses que de toute façon... Ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé, il a été touché à la tête. C'est vraiment ça qui a fait que... Et il est décédé sur le coup. Voilà. Donc j'ai cette chance, entre guillemets, de pouvoir le voir quand même. Un petit peu, ouais. Mais cette colère, après, pas colère sur le coup, mais comme j'ai toujours pas la réponse à mes questions de qui est vraiment responsable, mes colères qui viennent après sur, quand j'ai les circonstances et le procès verbal, sur le... Il est irresponsable, on l'a tué, et on m'a interdit de voir son visage, parce qu'on l'a défiguré. Donc j'ai pas pu l'embrasser, j'ai pas pu... Enfin voilà, on m'a enlevé ça aussi. Ouais. Déjà, on t'a pris ton mari, mais on t'a enlevé aussi tout ça. Ouais. C'est ça. Son aspect physique, on lui a tout enlevé. On lui a laissé aucune chance. Est-ce que tes enfants ont voulu aussi le voir comme Oui. toi, un petit peu, tu l'as vu? Ouais. Donc Eléa est venue, bon elle était pareil, hein, on était très très fusionnels, Eléa et ses enfants, enfin de toute façon on était... Eléa à 16 ans était encore tous les jours, tous les repas, fin de repas sur les genoux de son père, à faire des câlins tout le temps. Voilà, c'était vraiment... Un jour, on en rigolait d'ailleurs, je disais, mais à 20 ans, tu seras encore sur les genoux de ton père. Donc, Eléa, qui est un peu dans le même état d'esprit que moi, voulait le voir, donc elle est venue avec moi, ils sont venus avec moi. Aurélien l'a vu très peu, parce que, voilà, pas le... Alors sûrement le besoin, mais pas le courage ou le... Je sais pas. Trop dur, ouais. Toujours aussi froid, toujours aussi fermé. À vouloir rassurer les gens. Ouais, c'est ça, c'est le padré là. C'est ça, à s'occuper de la famille, on va faire ça, on va aller à la maison. Le samedi, avant que je rentre à la maison, donc c'était après la maison funéraire, Aurélien a dit je rentre avant. Il voulait en fait enlever ce qui marquait le jour d'hier. Oui. Enfin, de la veille. Donc, il avait enlevé la veste, les chaussures, il l'avait pendu. Enfin, voilà. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais voilà. Pour lui, qu'il n'y ait pas des important. petites traces C'est ça. de la journée de la veille. Ouais. Qui ne m'a pas, de toute façon, plus perturbée, parce que de toute façon, ou servi, parce que je suis rentrée, il y avait toujours ce panier de champignons, parce qu'on en avait ramassé. Qui était là et que Aurélien, pour le coup, n'a pas voulu jeter. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai vu ce panier de champignons, et là, un déclic. J'ai dit, non, il est là le panier, en fait, donc Christophe est là. Enfin, voilà, je suis complètement partie dans un délire. Donc, j'ai cherché. Tu l'as cherché dans la maison? Dans toute la maison. À l'appeler, crier, lui demander qu'il me réponde. Et il répondait pas. Donc là, je pense que c'est vraiment là, quand je suis rentrée dans la maison, que j'ai compris... j'ai compris. J'ai compris. Tu as réalisé? J'ai vraiment réalisé. Qu'il ne reviendrait pas. Ouais. Il était... Voilà, qu'il serait pas là. Et... Donc après, voilà. Avertir la famille, avertir sa sœur. Bon, ça, c'était la veille. Pareil, je l'ai averti, la pauvre... de l'hôpital en l'appelant, ils sont sur Dijon, eux. En l'appelant et en demandant à mon beau-frère qui avait répondu de me passer sa femme, donc la sœur de Christophe, qui n'a pas voulu... il m'a dit non, je sens que ça va pas, Fanny, tu me dis ce qui se passe. J'ai dit non, je veux Céline, et il me dit non, tu me dis ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Et là, d'un coup, je lui sors comme ça, écoute, Christophe est mort. Il a eu un accident, il est mort. Et là, je me suis effondrée, j'ai entendu ma belle-sœur crier aussi derrière, toute la famille derrière, voilà. Donc ça, c'est des souvenirs qui me reviennent, des flashs où je me dis j'ai fait n'importe quoi en fait, parce que on m'a annoncé ça comme ça. Après, je pense que... Parce que il n'y a pas de bonne méthode. Non,
Parce que je me rappelle ma mère qui était avec moi dans la salle des urgences me dire « Mais tu veux que j'appelle ? Tu veux que je l'appelle ?» Non, non, je le fais. Pour moi, je le faisais, c'était voilà. Et voilà, donc les jours suivants, à avertir les amis, la famille, et aller le voir tous les jours, jusqu'au la dernière possibilité. Voilà. Et entre-temps, dans la semaine, donc là, on a commencé à avoir un peu d'infos sur les circonstances de l'accident. Donc en fait, la gendarmerie, j'ai appris après que la gendarmerie avait fait une demande de témoignage des gens qui éventuellement étaient sur place, avant, après. Les circonstances font que Christophe, en effet, était bien en train de doubler dans une ligne droite. Une voiture, donc son compteur était bloqué à 80, donc il n'était pas en excès de vitesse, parce que bon, j'avais aussi le doute là-dessus. Bien sûr, oui. J'ai même demandé à mon collègue s'il avait la ceinture. Ouais. Parce que je sais Christophe, des fois, moi je l'ai vu partir, il l'avait mise, mais donc... Oui, ça peut arriver que... Donc il m'a dit oui, il avait sa ceinture, parce que je me suis dit, il était capable de pas la mettre. C'est vrai que pour le coup, c'était pas bien, mais il était capable de pas la mettre. Et donc j'ai appris que finalement, il faisait nuit, donc il a voulu doubler une voiture, il y avait 2 voitures devant lui, dont une voiture de personnes âgées qui était à 70 apparemment, de ce que les gendarmes ont dit dans le procès verbal. Et une autre voiture, donc entre cette voiture de personnes âgées, une autre voiture et lui. Et comme il arrivait dans la ligne droite, il a voulu doubler, comme c'était à 70. Et il a voulu doubler les 2 voitures. Et au moment où il s'est retrouvé prête à doubler la deuxième, celle qui faisait un petit peu le bouchon, là il y a eu le choc avec la moto. Donc les témoignages ont été très importants. Moi j'ai remercié tout le monde. Parce que sur les procès-verbaux, j'avais les noms, les numéros de téléphone. C'était les gens qui étaient dans les 2 autres voitures. Donc en fait, les personnes âgées, elles on n'a pas pu les recontacter après. D'accord. Les gendarmes, ils ne sont pas présentés rien. Ils ont été pris en charge aussi par les pompiers, puisqu'il y a eu des chocs. Ils se sont arrêtés, bien sûr, puisqu'ils ont eu des débris de l'accident qui sont mis sur leur voiture. Donc ils ont tous été pris en charge par les pompiers pour des chocs émotionnels. Et en fait, suite à l'appel à témoins, le lendemain matin, spontanément, la voiture qui était devant Christophe est venue à la gendarmerie. Un chauffeur routier qui, lui, venait dans l'autre sens et sortait de 6, du rond-point de 6 pour venir direction de chez nous, Cercy. Et un autre témoin encore qui sont présentés spontanément le samedi matin. Qui avaient été, eux, doublés par la moto, alors. Non. Donc, en fait, le chauffeur routier avait été doublé par la moto. Ouais. Donc, lui, son témoignage a été important pour disculper un peu mon mari et le témoignage de la voiture qui l'a doublé, celle qui était entre la voiture des personnes âgées. Et donc, spontanément, ils ont dit... la voiture qui était devant Christophe a dit si ça n'avait pas été lui... ce monsieur a été très choqué parce qu'en fait c'était lui qui prenait la moto. Parce qu'il était prêt à doubler cette voiture de personnes âgées. Et en fait, comme un bon conducteur le fait, il a regardé dans son rétro, il a vu que mon mari était... Il a laissé passer. Ouais. Et il avait mis le clignotant. Donc finalement, arrivé à sa hauteur, il y a eu le choc, il a pris des débris de moto, de tout ça sur lui, sur sa voiture, et en fait, il n'a rien compris. Donc lui, spontanément, a dit il avait rien vu. Pareil. Rien en face. Ouais. Pas de moto, pas de... Il dit, pour nous, il n'y avait rien. Pour eux, ils pensaient au départ à une bête, en fait. Sanglier. Et là, le chauffeur routier s'est été arrêté aussi sur les lieux. De toute façon, on ne pouvait plus passer. Et le lendemain, pareil, il est intervenu. Il a dit, mais cette moto est passée. M'a doublé. Il dit, j'ai hurlé dans mon camion, j'ai gueulé parce que il était non éclairé. Sans casque et il roulait à très très vive allure. Donc lui il n'a pas dit à combien, lui en sortant de 6 c'était 50, il dit il m'a doublé, il a pris le rond-point, il dit mais c'était à une vitesse folle, à une vitesse folle, sans éclairage, donc il dit moi je l'ai même pas vu arriver et sans casque, il dit je vois qu'il n'y avait pas, dans les phares quand il est repassé devant le camion il n'y avait pas de phare. Donc là les gendarmes comme il est passé devant la gendarmerie, ayant des caméras extérieures,
On fait des recherches et en effet, on a vu que la moto était passée déjà en centre-ville devant la gendarmerie à plus de 120 km/h. D'accord. Ouais. Sans casque, sans éclairage. Mm. Donc là, il commence à se dire que finalement, certes, mon mari doublait, mais qu'il doublait une voiture qui était à 70, donc il faisait pas d'excès de vitesse, et qu'il pouvait pas voir que quelqu'un arrivait en face. Mm. Donc, et là, le camion, en fait, a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait, parce que quand il est arrivé en haut de la butte, il a vu, en fait, lui a senti l'accident, vu, parce que les phares se sont éteints de la voiture de mon mari, avec le choc, voilà. Donc il a dit, oh là là, il s'est passé quelque chose. Donc là, j'ai commencé à savoir un petit peu avant l'incinération que mon mari n'était pas responsable et qu'il y avait des soucis avec cette personne. Et 3 semaines après, en fait, j'ai su que il était en train de boire sur sa moto. Ils ont trouvé la bouteille de whisky sur la route. Il n'avait pas de casque, bien sûr, ça, peu importe, c'est son problème. Qui roulait, la moto le compteur était bloqué à 150. Qu'il avait 2 grammes 40, je crois, d'alcoolémie et de la cocaïne dans le sang. D'accord. Et donc, quelques semaines après, la semaine d'après, je vais à la gendarmerie et là, il m'explique qu'en effet, il y avait de l'alcool, il y avait de la cocaïne. Et ils me disent, donc d'ailleurs, on a reçu la femme de ce monsieur et qui a porté plainte contre votre mari. D'accord. Voilà. Okay. Parce qu'il doublait. Mm. Donc, voilà. On est obligé de demander aux personnes qu'on interroge, qui sont de l'autre partie, voilà, ouais. S'ils veulent porter plainte et machin. Donc, on vous informe que sa femme a porté plainte contre lui. Donc, après, la plainte est irrecevable, vu les circonstances. Mais, et là, ils me disent, est-ce que vous voulez porter plainte contre monsieur ? Là, je dis, mais pourquoi vous me posez la question, quoi ? J'ai porté plainte. Il a tué mon mari. Donc oui, je porte plainte, ça c'est sûr. Mais je dis, ça sert à rien. Et là, il me dit, non, ça sert à rien, madame, parce que il est décédé, donc de toute façon, ça ne servira à rien. J'ai dit, écoutez, vu que sa femme porte plainte contre mon mari, qui n'a rien fait, je vais porter plainte contre lui, qui a fait. Donc automatiquement, je ne veux pas dire que je porte pas plainte, puisque de toute façon, elle porte plainte contre un innocent. Donc voilà où ça en est été. Et il m'a fallu vraiment, après un bon mois, pour que les gendarmes reviennent à la maison, me dire que, en fait, Christophe était irresponsable à 100%, que c'était vraiment l'autre qui avait tout. Et l'enquête avait été close. Que l'enquête était close. Voilà, est-ce que peut-être ça change quelque chose aussi pour le côté assurance ? Alors, au niveau assurance, c'était une bagarre que moi je n'ai pas faite parce que, honnêtement, au niveau première année, deuxième année, j'étais un peu. J'ai pas trop géré. Les premières semaines, j'ai eu la chance. Moi, j'ai une famille extraordinaire, des amis extraordinaires. Donc, j'ai eu la chance d'avoir mon papa et mon beau-frère. Mon papa est resté au moins 15 jours, 3 semaines à la maison avec moi. Ma mère était présente puisqu'elle est à côté, bien sûr, ils sont divorcés, mais je veux dire, tout le monde était présent. Mais dans la maison, en fait, mon beau-frère qui habite en Haute-Savoie est resté presque 2 mois à la maison, avec les fêtes, les fêtes que nous, les fêtes, on s'en fichait, mais je veux dire, ça tombait. Et il est resté, il voulait pas me laisser, il voulait pas laisser Léa, sa nièce, qui est aussi très, donc il est très attaché encore maintenant, plus maintenant, je pense, j'ai l'impression. Et donc les assurances, en fait, c'est mon père qui était présent, qui a un petit peu géré le truc, sachant qu'on avait une assurance accident de la vie et que, en fait, nos assurances mutuelles entre monsieur et nous étaient, je dis bien étaient parce que nous sommes partis depuis, et qui ont en fait fait durer le truc et surtout fait en sorte de me dédommager au minimum, sachant que même si l'argent, j'en avais rien à cirer, honnêtement, parce que moi on me disait ça, moi je disais à mon père, mais laisse tomber, quoi, laisse tomber, j'en ai rien à faire. Je dis, moi je veux pas d'argent, c'est mon mari, je veux. Et il m'a dit, non, mais de toute façon ça changera rien, il reviendra pas, donc c'est pas normal
que tu restes en rien. Il me disait, Fanny, tu vas te retrouver toute seule avec Eléa que j'avais encore à charge. Il faut penser à ton avenir, il faut penser, voilà. Bien sûr, oui, c'est sûr que c'est pas ce que toi t'as envie, mais en même temps, dans le futur, il faut y penser aussi. C'est ça, donc moi j'ai eu cette chance que mon papa s'est dérangé un peu de tout ça. Ouais. Et en fait, on s'est battu parce que je devais être présente à chaque fois, donc je dis on. Pour s'entendre dire qu'au final, vu que le motard d'en face, le responsable était décédé, que l'assurance accident de la vie ne fonctionnait pas parce que c'était la même agence. Ah bon, voilà. D'accord, ok. Que c'était la même agence, que mon mari était décédé et que comme il y avait un responsable, que c'était l'assurance du responsable qui prenait en compte. Ben, je vois pas le truc puisque on a deux, enfin je veux dire, c'est des contrats différents. Ouais. Donc déjà cette assurance-là n'a pas fonctionné. Et comme Monsieur était décédé et qu'il était assuré à moitié, j'ai eu vraiment un minimum qui est déjà énorme. Hein. Après, je sais pas, ce que je leur ai dit quand ils sont venus, comment vous estimez que mon mari représente cette somme. Voilà. Donc honnêtement, moi les assurances, non merci. Je fais une petite pause pub dans cet épisode pour vous présenter une gamme de produits que j'adore. Depuis quelques mois, j'utilise les produits de la fabuleuse savonnerie située à Saintes en Charente-Maritime et je vous assure que vous allez adorer les produits de Cécile. Dans son atelier boutique, Cécile fabrique à la main des savons sponifiés à froid, reconnus parmi les plus doux et les plus respectueux pour la peau. Tout est pensé naturellement, déodorants solides, baumes nourrissants, huiles démaquillantes, soins des lèvres, des cosmétiques simples, efficaces et bons pour toute la famille. Elle sélectionne des matières premières biologiques, nobles et locales, avec la volonté de proposer des produits sains, durables et respectueux de l'environnement. La fabuleuse savonnerie, c'est aussi une gamme éco-responsable pour la maison, avec un savon détachant, savon ménager et même un savon spécialement conçu pour vos animaux. Alors mon coup de cœur de cette marque est le savon Facette. Je l'utilise chaque matin pour mon visage et je vous assure que la sensation est extra. On a l'impression de se laver avec du lait et surtout, fini les imperfections. Alors rendez-vous sur www.savonnerie-fabuleuse.fr pour découvrir tous les produits et profiter de 10% de réduction sur vos achats avec le code podcast10. Et si vous vous baladez sur la côte atlantique, n'hésitez pas à venir pousser la porte de la fabuleuse savonnerie. Comment se passent les jours d'après ? Les obsèques, tout ça ? L'incinération, donc Christophe était athée. On s'est mariés quand même à l'église pour ma famille, pas pour moi forcément, mais pour ma famille. Les jours d'après, comment te dire que j'étais en colère. Et en colère contre surtout ma grand-mère, qui était pour rien, la pauvre. Ouais. Et je me rappelle l'avoir appelée en fait le samedi, parce que ma grand-mère est quelqu'un de très chrétienne. Et en fait, il se taquinait tout le temps avec mon mari parce qu'elle est très ouverte. Hein. Elle lui disait, que voilà, il croyait pas en Dieu, que c'était n'importe quoi, c'était des sectes. Enfin, il n'arrêtait pas de la taquiner sur le sujet. Et elle le prenait tout le temps un peu à la rigolade, hein, parce qu'elle était très ouverte, hein, ma grand-mère qui a 92 ans maintenant. Et du coup, je l'ai appelée. Et pareil, la pauvre, je l'ai incendiée. Ça, je m'en rappelle maintenant. Elle m'en a jamais voulu, bien sûr. Et je l'ai incendiée en lui disant que comment elle pouvait faire les messes, comment elle pouvait nous parler d'un Dieu, comment elle pouvait faire tout un truc sur Dieu aime ses gens, aime le machin, il nous protège, il nous ci, nous ça. Et là, elle me dit, je m'excuse ma chérie, je m'excuse. Elle dit, je ne sais pas quoi te répondre. Et voilà, c'est les jours d'après, du coup, je règle un peu mes comptes. T'es en colère contre tout le monde ? En colère contre tout. D'accord. Et du coup, je dis, Christophe passera par l'église, ça c'est sûr. Ce sera incinération. Ça, on le savait, de toute façon, c'est ce qu'on voulait, on en avait déjà parlé. Je voulais par contre que ceux qui l'aiment soient là. Donc en fait, au crématorium de Nevers, ils ont ouvert la grande salle, parce que malheureusement, comme il était jeune, beaucoup de monde voulait être là. Bien sûr, ouais. Mais ils ont fait tout comme on a voulu. Moi, j'ai pas trop géré, mais... ça t'a convenu ? Ça m'a convenu. J'avais juste fait un mot pour lui, pour tout le monde. Mes enfants avaient fait un mot très, très touchant. Son beau-frère...
Et puis tous ses amis, sa famille, ses collègues étaient présents, de ce que je me souviens. Je dis de ce que je me souviens parce que justement on s'est connus grâce à Florence, mais c'est grâce à elle, je pense, que j'ai pu aller à cette incinération. Alors Florence, c'est notre connaissance en commune. C'est notre connaissance. Qui est ma cousine. C'est ta cousine. Qui est une amie à Fanny. C'est ça. Qui est médecin. Qui est médecin. Que j'ai connue dans le cadre du travail à Decize, parce qu'elle a fait un stage en tant qu'interne 6 mois aux urgences. Et dès le premier jour avec Florence, ça a été une évidence. Où elle c'était son premier stage. Et elle était toute timide, toute peureuse. Et comme elle disait, toi, avec ton expérience, je préfère te demander à toi qu'au médecin qui l'a supervisé, parce que ça lui faisait peur, en fait. Donc, on a appris ensemble. Enfin, je lui ai appris des choses que je savais. Après, je suis pas médecin, je suis qu'infirmière. Mais les choses... Donc, on a appris beaucoup de choses ensemble. Et donc, Florence, on est restés amis, du coup. 6 mois après son départ. Pourtant, elle était sur Lyon, mais on est restés amis... Et d'ailleurs, on avait fait son anniversaire peu de temps avant avec Christophe, ses 25 ans. Et du coup, elle avait appris malheureusement l'accident par bouche à oreille. Donc elle était venue déjà le dimanche me voir. Elle m'avait fait une ordonnance. Les urgences m'avaient mis du Lexomil, enfin bon. Et ça allait pas, bien sûr. Donc je ne dormais pas, je ne mangeais pas. Donc ma sœur s'est permise... d'appeler Florence, puisqu'elle savait que j'étais amie avec elle et qu'elle s'était déjà rencontrée. Donc Florence est venue dimanche me voir, et après l'accident, et donc m'a mis un traitement en place. Merci à elle. Donc il m'a permis un peu de me reposer sur cette semaine. Et le vendredi de la veille de l'incinération, en fait, ça allait toujours pas. J'avais perdu 7 kilos. Je ne mangeais toujours pas. Et là, ma sœur, pareil, qui était là depuis une semaine, me voyait m'éteindre. L'épirir, ouais. Voilà. Donc, elle s'est permise encore d'appeler Florence, qui m'a pris un rendez-vous en urgence avec un médecin de l'USI, où elle faisait des gardes, où son papa travaille, et qui m'a pris à 21h. Et là... pareil, j'ai eu la chance de tomber sur ce docteur qui, pendant 1 heure, ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève et a reconduit l'ordonnance de Florence avec un petit peu plus de choses pour m'aider. Donc, ce qui m'a permis le lendemain d'aller à l'incinération avec mes enfants, main dans la main, tous les 3, accompagnés par tout le monde, puisque je le répète, j'ai une chance inouïe d'avoir une famille comme j'ai une famille de cœur, une famille de sang. Parce que la famille de Christophe est aussi importante que ma famille de sang. Voilà. Donc l'incinération se passe. On fait j'avais réservé une salle, enfin pas moi, j'avais réservé plus ou moins, on a fait... Tout le monde, on s'est tous regroupés en essayant de pas se plaindre, de ne pas pleurer tout le temps, de penser à lui parce que lui c'était quelqu'un de joyeux et il n'aurait pas voulu. Il n'aurait pas voulu que les gens soient là à pleurer. Donc on a mis de la musique, sa musique à lui. Sa cousine avait fait un diaporama qu'on a présenté lors de la crémation. Un départ, une incinération qui... à son image. À son image. Je voulais ça. Je lui devais ça. Et puis après, nous avons récupéré les cendres l'après-midi, parce que l'incinération était le matin. Donc les pompes funèbres ont ramené les cendres l'après-midi, et que nous avons, avec accord de la mairie, dissipé, éparpillé dans la ronde derrière, où Christophe prenait énormément de photos. C'était quelqu'un qui était passionné de photos nature. Donc pour moi c'était une évidence aussi que ces cendres soient dans cette rivière pour qu'il soit où il était tout le temps, camouflé avec son appareil photo, avec, voilà. Donc voilà comment sont passées
Et comment les jours d'après, les semaines qui suivent, tu sens que tu montes un peu ou c'est toujours très dur? Non, le traitement m'aide. Ça te permet de dormir un peu? Je dors, je suis obligée de m'assommer pour dormir. Je mange. Le plus dur, c'est d'être là pour Aurélia. Parce que Aurélien a continué par la force, sa force, le travail, il a repris sa vie, ce qui est normal, il venait les week-ends. Et Léa, elle était scolarisée au lycée de Nevers, donc elle a été absente une semaine, un peu plus d'une semaine. L'incinération était le samedi, je crois qu'elle a été retournée à l'école le mardi, elle. Parce que je lui disais que, je ne lui ai pas imposé, mais je lui disais que c'était peut-être mieux qu'elle ait le contact, qu'elle aille... Oui, qu'elle se change les idées un petit peu. Donc elle y est allée, je ne sais pas comment, la pauvre. Ça, je m'en veux un petit peu pour ça, parce que, en fait, j'étais dans mon mal à moi. Elle souffrait. Heureusement, il y avait mon papa et mon beau-frère qui étaient là. Elle se réveillait la nuit. Les soirs, on était dans le salon, elle venait en pleurant. Moi, j'étais un peu de glace, quoi. T'étais pas disposée à prendre sa tristesse. T'avais trop de la tienne, déjà. C'est ça, j'étais là, je disais, je suis là. Mais oui, tu pouvais pas absorber sa tristesse à elle aussi. C'est exactement. Donc, je la prenais dans mes bras, j'étais là, on dormait toutes les deux. On a dormi longtemps, toutes les deux. Mais je me dis, moi, on m'a aidée avec les médicaments. Oui. Elle a été aidée aussi, parce que ce médecin de l'USI l'a prise en charge aussi, après. Donc elle avait des anxiolytiques de prescrit que je lui donnais ponctuellement. Et elle a réussi, je me disais, mais comment ils font, quoi? Comment ils font pour tenir, alors que moi, je suis un robot, que... je faisais même pas manger, c'était la famille qui prenait le relais. Ils ont tenu, comme ils ont pu. Aurélien, je voyais moins, puisque oui, il était sur place. Ouais. Mais Léa me protégeait, en fait. J'ai compris maintenant, et rapidement, qu'elle voulait me protéger. Donc, elle souffrait. En silence. En silence. Et que parfois, le silence, elle ne pouvait plus, donc elle explosait. Mais voilà, où on en est. Et Aurélien, est-ce qu'à un moment, il a lâché un peu? Aurélien a lâché une ou deux fois. Sur des choses où ils avaient la passion de la moto tous les deux. Aurélien sur des questions en fait, où il était beaucoup avec son papa, parce qu'il faisait de mécanique avec son papa, ils avaient le même métier, donc ils ont fait énormément ensemble. En fait, sur des choses où, quand il avait besoin, il appelait papa pour des conseils, et qu'un jour, il m'a appelé et il m'a dit, maman, là j'ai ça, j'aurais besoin de papa. Pour qu'il me dise, papa serait là, il m'aurait dit ça. Papa, il m'aurait dit quoi faire, papa. Et là, il a explosé un petit peu. Et une deuxième fois, à la maison, pareil, parce que en fait, moi, j'ai explosé, je pleurais beaucoup. C'est vrai que j'ai jamais trop... je sais pas, c'est entre guillemets facile pour moi. Ça sort tout seul. C'est ça. Et lui, en fait, un jour... il est arrivé et j'avais besoin de le prendre dans mes bras parce que il a le gabarit de son papa et me mettre dans ses bras, c'était comme si me mettre dans les bras de son papa. Donc là, je me suis encore effondrée, même si je voulais pas quand mes enfants étaient là. Donc je me suis effondrée et là, il s'est effondré aussi. Et en fait, c'est la seule fois en physique où je l'ai vu s'effondrer. Donc après, je sais par son ami que il y a des moments qui vont pas, qui va pas, il y a des parce que après avec le temps, quand moi le traitement commençait à faire effet, quand je voulais savoir un petit peu, je me posais des questions sur son comportement et je voulais savoir par rapport à son ami si vraiment il en parlait et qu'il gardait pas tout pour lui parce que j'avais peur qu'un jour ça lui retombe dessus, quoi. Donc je sais qu'il en parle, je sais que... Et maintenant, nous en fait, dans la famille, Christophe, le prénom de Christophe revient tous les jours dans nos discussions, encore ce week-end, encore c'est Christophe machin, Christophe. Oui, vous l'avez pas effacé pour... Il est tout le temps dans les discussions, donc finalement, on en parle tout le temps. Et je pense que ça fait du bien ça à aide tout aussi. le monde. Ouais. Est-ce que tu as eu une aide? Alors tu disais que tu as eu l'équipe
d'urgence au départ. Est-ce que tu as eu une aide psychologique après? Donc en fait, il m'avait proposé des rendez-vous suite à la cellule psychologique. Donc où il y avait un psychiatre et une infirmière aux urgences. Donc ils ont refixé un rendez-vous pour Eléa et moi. Eléa a refusé d'y aller. Moi, on m'a emmenée, c'était 15 jours après, enfin une semaine après la crémation, enfin dans la semaine qui suivait la crémation. Donc on m'a emmenée parce que voilà, on voyait que ça allait pas. Donc au CMP, en fait, j'ai une amie encore qui travaille là-bas, qui est infirmière là-bas. Donc c'est aussi pour ça, je pense que j'y suis allée, dans le sens où je savais qu'elle m'accueillerait. Donc bien sûr, c'est pas elle qui m'a... Oui, mais tu connaissais quelqu'un. Voilà, j'avais quelqu'un. Donc je suis tombée sur une infirmière psy, enfin psy, maintenant il n'y a plus d'infirmière psy, mais une infirmière en santé mentale qui a essayé voilà, de faire son travail, hein. Je ne lui reproche rien. Mais là, elle me dit qu'est-ce que vous vous attendez, comment vous vous sentez, qu'est-ce que voilà. Et là je lui dis mais qu'est-ce que j'attends? J'attends des réponses et j'attends qu'ils reviennent. Et là le blanc de elle n'a pas les réponses en fait. Oui, elle n'a pas la solution. Elle n'a pas de solution à t'apporter là-dessus. Et c'est pas, je lui en veux pas, puisque de toute façon, elle n'a aucune solution pour moi. À ce moment-là, c'est ça que tu voulais, toi? Moi, c'est ce que je voulais. Ouais. Donc, aucune solution à m'apporter. Et je lui en veux pas, puisque de toute façon, on a n'importe qui n'aurait pas cette solution. C'est clair. Donc, voilà, il voulait un suivi, bien sûr, hein, que j'ai refusé, en fait. Donc, je n'ai jamais eu de suivi psy. J'ai toujours un traitement que j'ai voulu arrêter au bout d'un an de moi-même. Parce que je me suis dit dans ma tête, voilà, étant infirmière, je me suis dit... Ça va aller mieux, tout seul. Je ne peux pas garder ce traitement à vie, ça ira mieux, voilà. Je suis jeune, je ne garderai pas ce traitement à vie. Je n'acceptais toujours pas, je n'avais toujours pas fait mon deuil, je ne sais pas si je l'ai fait aujourd'hui, mais c'est sûr qu'à cette époque-là, je l'avais encore moins fait. J'acceptais pas, j'étais toujours dans cette colère où j'insultais ce monsieur à chaque anniversaire, à chaque 22 du mois, à chaque année qui passe. Du coup, au bout d'un an, j'ai dit, il va quand même pas te gâcher il a gâché ta vie, il a tué ton mari, il t'a empêché de le voir une dernière fois, de voir son visage, il va peut-être pas te gâcher ta santé et tu vas peut-être pas bouffer des médicaments toute ta vie à cause de lui. Donc dans ma tête, c'était ça. J'étais tellement en colère, j'arrêtais, mais finalement c'était un défi contre lui, parce que je voulais pas qu'il me gâche encore plus la vie. Sachant que le traitement ne me gâchait pas la vie, puisque de toute façon il m'aidait à avancer, à essayer. Donc au bout d'un an, j'ai voulu arrêter, en faisant ce qu'il fallait, hein, pas du jour au lendemain, voilà, je suis infirmière, je sais comment il faut faire. L'été d'avant les 2 ans, j'ai commencé à ressentir des manques, je reperdais du poids, tout le monde m'alertait un petit peu et je disais non, ça va, j'étais reprise dans le sport, voilà, je faisais celle qui allait, même si moi je savais que ça allait pas. Tu faisais face, tu donnais l'image. Je donnais l'image parce qu'il fallait que je donne l'image. Et je suis retombée quasiment 2 ans, donc en octobre 2021, je suis retombée dans la dépression, avec rebelote, perte de poids, 1 mois sans manger. Et besoin d'avoir encore la famille qui vienne chez moi. Alors en les rassurant, parce que aucunement, pour le coup, il m'est venu à l'idée d'idées suicidaires ou quoi que ce soit. Jamais de la vie. Parce que ça, je sais que de toute façon, c'est quelque chose qu'il ne m'aurait jamais pardonné. Et mes enfants ne méritaient pas ça. Donc ça, autant j'avais la tête à l'envers, autant tout le monde me disait on te laisse pas seul, machin, nanana. Mais j'ai dit mais de toute façon, certes, à part que je mange pas et tout, que j'ai pas envie, et c'est pas parce que vous serez là que je mangerai plus, mais vous avez aucune inquiétude à vous faire. Jamais je n'atteindrai, je ferai de gestes envers moi pour partir, quoi. Donc voilà les suites, hein. Donc j'ai toujours pas de suivi psy, reprise de traitement, avec une écoute toujours de ce médecin que j'avais du coup adopté à l'USI. J'ai changé de médecin traitant parce qu'en plus le mien se mettait en hospitalier. Donc il a bien accepté de me prendre avec Eléa. Donc j'ai depuis un super suivi avec ce docteur
qui voilà, continue à m'aider avec un traitement qui me va très bien et qui m'aide à me lever tous les jours. Voilà. Ouais. Et tu as repris le travail quand ? Alors le travail, c'est pareil, ça c'est ma force de caractère. On était comme ça avec Christophe. J'étais arrêtée, donc comme je te disais, depuis avril pour une hernie, enfin une double hernie qui a été opérée en août en fait, donc 2019. Et l'accident est arrivé pendant mon arrêt. Donc quand il est arrivé cet accident, je devais reprendre le mi-décembre normalement de mon arrêt du dos. J'avais été voir mon chirurgien qui voulait me prolonger. Je lui avais dit non, moi c'est bon. Je vais voir le médecin du travail. Je ferai attention. Il m'avait dit moi je vois pas de contre-indication, mais faites attention quand même au niveau des charges. Quelque temps, ok. Et là, bien sûr, avec l'accident, j'ai été arrêtée. Donc mon médecin m'avait arrêté 15 jours au départ. Au bout de 15 jours, je ne pouvais toujours pas aller travailler. Donc ils m'ont reprolongé jusqu'au 15 décembre. Et 15 décembre, pareil, je ne pouvais toujours pas aller travailler, donc ils m'ont reprolongé début janvier. Sachant que je ne reprenais pas aux urgences, je reprenais en mi-temps thérapeutique pour mon dos. J'avais demandé à retravailler en mi-temps thérapeutique, à essayer 1 mois et demi en haut bloc opératoire, en endoscopie. Et le 3 janvier, je crois, ou le 4, je ne sais plus comment ça tombait, le lundi, je suis retournée au travail. Avec une équipe que je connaissais comme ça. Oui. Voilà, parce qu'on on est de palier entre les urgences et le bloc, c'est le même palier, mais voilà, je les connaissais sans plus. Mais qui m'ont accueilli pareil. Enfin, moi, je dis, je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est. Après, la vie fait que j'ai une famille extra, ça c'est de naissance. Mais sur les amis et les collègues, je pense que j'ai peut-être l'étoile là-haut qui m'a dit, qui les incite, je sais rien, qui a fait que je me suis retrouvée. Encore dans une équipe super. Dans une équipe super. Qui ne m'a pas... parce que moi, je voulais pas aller au travail pour m'apitoyer sur mon sort. Oui, qui toute la journée, voilà. Quand on parle de ça. Donc dès le premier jour, ils m'ont accueilli. Ils m'ont dit... enchanté de t'avoir, on est content de t'avoir, on te connaît, puisqu'on sait tes valeurs, on sait comment tu travailles, on se connaît quand même, c'est un petit hôpital. Maintenant, s'il y a quoi que ce soit, si ça va pas, tu t'en vas, enfin voilà, nous, on est là, mais on veut pas te mettre en danger. On est là pour toi, mais... Donc dès le premier jour, on te dit ça, tu te dis, ouais, c'est ça que je cherche, quoi, en fait. Et je suis tombée sur des filles extra, des garçons extra, qui m'ont poussée vers le haut, qui m'ont pas du tout, le matin, quand j'arrivais, me dire comment tu vas. C'est ce que je voulais pas entendre. Donc non, c'était « Salut Fanny, on va boire un café avant de commencer. Salut Fanny, on va machin. » Voilà, dans la joie, tout le temps, tout le temps. Et donc après, ça m'a permis pendant 1 an de pouvoir recommencer, pendant 1 mois et demi, de pouvoir travailler, de tenir. Et au bout d'1 mois et demi, j'ai dit, je vais reprendre à temps plein. Par contre, j'avais réalisé que je ne pouvais plus retourner aux urgences. Ouais. De par pas le fait du travail, le fait que je faisais aussi des sorties SMUR. Et ouais, tu voulais pas revivre. Et là, je me dis, finalement, j'aurais pas été arrêtée pour mon dos. Oui. Peut-être que ce jour-là, ça aurait été toi. Ça aurait été moi qui aurais découvert, qui aurait été sur cet accident. Et je me suis dit, mais quel métier on a de crotte, quoi, en fait. Moi, à l'époque, je fais ce métier pour aider les gens. À l'époque, les urgences, le SMUR, c'est là pour aider et sauver des gens. Et là, je me dis, tu ne seras pas capable. Si quelqu'un arrive dans un état critique, si un alcoolique arrive, si un drogué arrive, tout va te rappeler l'accident, quoi. Ouais. Ce ne sera pas possible, je ne pourrai pas faire mon travail comme j'ai l'habitude de le faire et comme j'aime le faire. Donc j'ai commencé 1er mars, je crois. J'ai repris 2 janvier et j'ai commencé le 1er mars aux consultations en temps plein. En travail de journée, donc ce qui était parfait, parce que mon sommeil était très limité. Donc en journée ça allait, j'avais pas à me lever le matin, je rentrais pas trop tard le soir. Et rebelote, je tombe sur une équipe que je connaissais pas pour le coup, juste de vue. Extraordinaire. Des perles. Ouais. Des perles, donc en résumé, pendant 9 mois, elles ont été
des filles qui sont en fait plein de délire, comme moi j'étais avant, qui au départ étaient un petit peu dans... Voilà, moi je mettais tout le monde en fait dans l'anxiété, hein, mon cas faisait que... Parce que tout le monde appréhendait ma venue, elles me l'ont dit après. Bien sûr, ouais. Parce que, étant des filles extra, avec une joie de vivre, elles savaient pas comment faire devant moi. Oui, bien sûr, comment s'adapter. Ouais. Exactement. Et en fait, elles ont fait tout l'inverse. Elles sont restées telles que. Ouais. Bon, moi j'ai fait comme mon blog, hein. Je leur ai dit, moi je viens là pour m'aérer l'esprit, pour m'avoir un petit contact social. Et en fait, on est reparti dans des délires que j'avais avant. Ça t'a fait du bien. Ouais. Du travail qui n'était pas trop compliqué pour moi, ouais. Au niveau cérébral. Et donc, au bout de 9 mois, encore un gros questionnement sur qu'est-ce que je fais. Donc ma carte des urgences qui m'attendait toujours. Et là, je leur dis, honnêtement, je reviendrai bien, mais pas tout le temps. Et pour moi, le SMUR, c'est fini. Donc je revois la cadre générale et je lui avertis mon choix, que je ne retournerai plus aux urgences. Et là, elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire, Fanny? Et je dis, écoute, moi, ce que je voudrais, je pense, c'est pas d'attachement dans les équipes. C'est pas d'attachement dans les patients. Donc si je pouvais passer ponctuellement à droite à gauche, comme je le faisais pendant plusieurs années avant d'être aux urgences, si je pouvais être sur le pool, honnêtement, je crois que c'est ce qui me correspondrait. Donc là, elle me dit, écoute, ton choix sera le nôtre. Nous, on te suit, on est là pour toi. Donc si tu veux revenir sur le pool, tu seras sur le pool. Avec la question, est-ce que tu veux aller quand même aux urgences quand il y a besoin ou pas? Oui. Donc je leur dis, écoute, oui, pourquoi pas, mais ponctuellement. Ouais. Très ponctuellement. Et pas de SMUR, bien sûr. Toujours là, pour le coup, c'était non négociable. Elle me dit, ok. Donc j'ai recommencé sur le pool. Et tu vas aux urgences? Maintenant, je retourne aux urgences. J'y retourne même beaucoup. Et ça va? Comment dire? Ça va de mieux en mieux. On va pas dire très bien, on va dire de mieux en mieux. J'essaye de me protéger sur les personnes aux addictions. Donc, quand c'est dans les limites du possible, mes collègues prennent la personne en charge. Mais j'avance. J'arrive à reprendre des gens en charge sur ces problèmes-là. Le seul truc où je n'arrive pas, et j'y arriverai jamais, ça j'en suis sûre, c'est, malheureusement, on est dans des petites villes, hein, donc c'est de voir le nom du tueur de Christophe, qui peut venir aux urgences, parce qu'il a de la famille. Donc ça s'est produit. Pour l'instant, jusque-là, j'ai la chance que mes collègues ils prennent le relais. Voilà. Après, au niveau équipe, je ne cache pas que finalement, c'est pas l'équipe des urgences qui m'a le plus soutenue. À part peut-être la cadre, 2-3 collègues aides-soignantes. Donc après, maintenant, avec le temps qui passe, certains me disent « Ouais, mais on ne savait pas comment faire avec toi ». Après, quand je vois les 1 mois et demi de blog que j'ai passé, où j'ai une équipe qui est toujours derrière moi. Après, certes, ils ne m'ont pas connue, j'ai pas travaillé avec eux avant, donc est-ce que c'est pour ça? Oui, tu sens que l'attachement est différent. L'attachement est complètement différent, ils sont super... Ouais, comme tu dis après, est-ce que le contexte était différent? Je pense que c'est ça qui fait que, mais au niveau collègue, ouais, c'est vrai que c'est des équipes qui m'ont le plus... En fait, c'est les équipes d'après. Qui m'ont le plus soutenue, dont l'équipe des consultations où on est amis maintenant. Ce sont devenus des collègues, je sais plus, des vrais amis. Des vrais amis, voilà. Et un peu comme une Florence, un peu comme des gens du blog qui ne sont pas des amis, mais ce sont des collègues sur qui je tiens beaucoup. Voilà, des gens vraiment qui ont été là pour moi. Et voilà, donc on se dit, finalement, c'est des gens que je n'aurais pas connus. Et puis maintenant, on part encore à Dublin, fin mai, tout ensemble. Tous les ans, on se fait un petit truc, un petit voyage, on se fait des sorties. En fait, je me dis, cette épreuve de la vie fait que... elle m'a fait rencontrer des personnes extra et que je n'aurais pas connues si c'était pas arrivé. C'est sûr, ouais. Donc certes, si on me disait tu reviendras en arrière, non, je reviendrai en arrière. Bien sûr. J'espérerais à 100 000% de pouvoir rencontrer un jour ces filles sur le service comme ça, à tourner. Peut-être que je les aurais rencontrées et j'aurais aimé. Le fait est que ça s'est fait dans d'autres circonstances, mais c'est des belles rencontres. C'est des belles rencontres, voilà, qui font que je suis là aujourd'hui. Là, tu disais tout à l'heure, tu es pas sûre d'avoir fait ton deuil. Tu en es où là-dedans? Depuis 2 ans.
on va dire, parce qu'en fait, comme je te disais au tout début, nous on était une famille, on est une famille fusionnelle, je ne veux pas dire était, parce qu'on l'est toujours, puisqu'il est là avec nous tous les jours, où on faisait tout avec les enfants. Et donc les voyages, voilà. On les a emmenés partout et ça, ils me remercient maintenant. Ils nous ont remerciés sur le coup, mais ils me remercient maintenant encore chaque jour quand on parle de voyage, parce que on leur a donné ce goût du voyage et on leur a, comme ils disent, on a des souvenirs qu'on n'aurait jamais eus avec leur papa, en famille. Et du coup, c'est des choses que je voulais plus envisager. Les 4 années après l'accident, Ouais. Les vacances, on avait notre petit fief Cap-Breton, les Landes, le Pays Basque, où on partait tous les ans en vacances. Et tout ça, en fait, on me disait, même Eléa, des enfants, est-ce que tu veux qu'on y aille, Tout ça, pour moi, c'était fini. Je voulais plus de vacances, je voulais plus partir, plus l'avion, plus rien. Le seul truc que je faisais, qu'on faisait ensemble, c'était les balades dans la nature, où je me retrouvais toute seule avec mon sac à dos, avec mes écouteurs, ma musique et son appareil photo. On faisait beaucoup de photos ensemble, on avait chacun un appareil, mais moi je le réglais pas parce que je sais pas faire et ça m'intéressait pas. Donc il me réglait et on faisait nos photos tous deux. Parce qu'il me disait que j'avais tout le temps, j'avais l'œil. J'avais toujours, je disais tiens ça faudrait prendre. Donc voilà, donc je me suis mise un petit peu dans ma bulle à faire ça. Et des amis, la famille et tout me disaient allez, on se fait un petit week-end, ça te ferait du bien, on se fait ci, on se fait ça. Non, j'allais que chez ma soeur en fait, en Haute-Savoie. Et au bout de 4 ans, elle m'a dit Fanny, je te laisse pas trop le choix. Moi, je veux partir avec toi en vacances, en voyage. Et on y va, mon beau-frère, pareil, j'ai un beau-frère extra qui aurait pu lâcher sa belle-sœur, mais non, toujours présent, toujours. Elle me dit on te laisse pas le choix, j'ai ta carte d'identité, je te prends les billets, tu viens avec nous à Madère. J'ai dit non, je ne viendrai pas. Déjà parce que je veux pas tenir la chandelle entre guillemets, vous avez vos vacances en famille, nous c'est ce qu'on faisait. Non, tu es notre famille et tu viendras. Donc ils l'ont fait. T'as pas eu le choix? J'ai pas eu le choix. Ils ont pris les billets, elle m'a envoyé tout, enfin bon. Et je lui ai toujours dit au départ. Je ne monterai pas dans l'avion. Non. Et elle a organisé ça au moins 8 ou 9 mois avant le départ. Début d'année, ça commençait à me travailler. Je me disais, j'y arriverai pas, de toute façon, j'y arriverai pas, je n'irai pas, je peux pas. Et en même temps, je me disais, je peux pas faire ça à ma sœur. Je peux pas faire ça à ma sœur, elle a tout fait. Elle fait tout pour elle, pour moi. Oui. Ils sont tous proches de moi, mon beau-frère, tout, ma famille. Je peux pas faire ça, c'est pas possible. Et là, je me dis, qu'est-ce que ça ferait de toute façon si tu partais en voyage? Qu'est-ce que Christophe dirait? Il t'en voudrait? Non. Pas du tout, au contraire. Au contraire. Est-ce que tu apprécieras le voyage? Moi, dans ma tête, non. Et là, ma soeur me dit, mais c'est pas grave, tu viens, il y a 3 chambres, parce qu'il y avait ma petite nièce, il y a 3 chambres, tu veux venir, tu veux pas venir, tu restes dans ta chambre, nous on va là, on va là, on va là, on va là. Et en fait, ça a été un peu un déclic. Donc, j'ai pris l'avion avec un petit anxiolytique avant, que j'avais jamais pris pour prendre l'avion parce que je n'ai pas peur de l'avion. J'ai pris l'avion avec les larmes aux yeux. Et on arrive dans un super appart que ma sœur avait trouvé. Truc idyllique, enfin vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi m'emmener là? Je vais leur gâcher leur truc, quoi. Et là, une vue, un truc mémorable, quoi. Et tu es sortie de ta chambre? Et je suis sortie de ma chambre. On est parti 15 jours. On a fait des randonnées parce il savait ce que je faisais quand on partait en voyage avec lui et avec les enfants. Donc ils ont fait exactement ce qu'on faisait avec Christophe, c'est-à-dire pas de farniente sur la plage, non, ça c'est exceptionnel. Action, c'est-à-dire sac à dos, chaussures de rando, et visite, rando. On a fait des trucs extra, des levées du soleil sur les nuages. On s'est fait mal au corps, on s'est fait mal à la tête, mais on a vécu un truc de dingue. Ça t'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Ouais. Et où je remercierai jamais autant ma sœur et mon beau-frère,
c'est que j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré pendant ces vacances. Ils m'en ont jamais voulu, ils m'ont respecté et ils ont rouvert les chakras sur le voyage, quoi. Ouais, ça t'a donné envie de recommencer, quoi. C'est ça. Alors recommencer, pas forcément, parce que bon, j'avais des amis qui me demandaient aussi, voilà. Donc recommencer, pas forcément avec les amis encore, mais avec elle. Finalement, je me suis dit, si tu pars maintenant, c'est avec ta sœur. Tout en sachant que je voulais pas qu'elle gâche sa vie pour moi, parce que je vais pas être là quand elle a une famille. Et naturellement, bien sûr, elle me laissait jamais le choix. Et maintenant, c'est ça. J'ai réussi à retourner à Cap-Breton l'année dernière avec elle. Pareil, rebelote. Nini, on fait des vacances. Tu viens avec nous cette année? Non, mais Vanina, on n'est pas obligé d'être tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de passer vos vacances d'été avec moi tout le temps. Si, on veut, rebelote, donc voilà. Et là, elle me sort avec Rénal, dont on connaît pas les Landes. Vous nous en avez parlé tellement avec Christophe que on veut aller à Cap-Breton. Et là, je lui dis, ah non. J'ai ma mère l'année dernière, Cap-Breton cette année. Je dis, tu t'es chier là, franchement. Elle me dit, écoute, je sais, ça sera peut-être pas facile, mais elle dit, c'était votre fief, c'était... honnêtement, alors après elle m'a laissé le choix quand même. Elle m'a dit, moi, on aimerait y aller. Maintenant, si tu veux pas, on va ailleurs, mais on va par là quand même. Finalement, je me suis dit, mais ma soeur, elle fait tout. Ça s'est bien passé les dernières. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Si tu y retournes un jour, ce sera de toute façon avec elle. Donc pourquoi pas cette année? Pourquoi attendre? Ça sert à quoi d'attendre? La vie est courte, la vie est image. Donc on est allé à Cap-Breton l'année dernière, ça s'est très bien passé, il y a eu des hauts et des bas comme d'hab. Je leur ai fait visiter, on y est allé avec maman d'ailleurs et son amie. On s'est tous retrouvés là-bas avec ma fille, enfin Eléa, et qui elle était retournée depuis, parce qu'elle avait besoin de retourner. Et on a refait un peu un pèlerinage en fait, des lieux cultes, des lieux, et à chaque fois, en fait c'était moi le guide. Et Christophe le guide, parce qu'à chaque fois, c'était Christophe, on faisait c'est Christophe. Donc en fait, tous les jours, ils ont entendu Christophe, bien sûr, et ils m'en ont pas voulu pour ça, bien au contraire. Ils étaient contents de savoir ce qu'on faisait, ils étaient contents de savoir que là, on avait fait telle photo, que là, on avait fait tel truc, que là, on avait fait du rafting, que là. Donc ça s'est passé vraiment comme s'il était là, et puis on y retourne cette année. Voilà, c'est reparti pour un tour. Donc tout ça pour dire que depuis 2 ans, depuis ce Madère, j'arrive à repartir. J'arrive à partir maintenant avec les amis collègues. Je refais des concerts. Donc là, les concerts, le premier, c'était avec justement mes amis des consultes. Tout repart, j'ai l'impression que tout repart dans la vie qu'on faisait ensemble, mais du coup avec les gens que j'aime et que je choisis. Oui. Il n'est pas avec toi, mais il est là. Il est là quand même. Il est là quand même. Il est tout le temps là, de toute façon. Et avec des nouvelles personnes. Mais avec des nouvelles personnes qui ne le connaissaient pas d'ailleurs. Mes amis consultes ne le connaissaient pas, ils le connaissent de ce que je raconte. Et puis avec ma meilleure amie d'enfance, voilà, ils étaient encore là il y a 15 jours, on a fait des choses, et à chaque fois, voilà, on parle de Christophe. Finalement, maintenant j'arrive à faire... à m'autoriser en fait à faire, parce que pour moi je me disais je peux pas m'autoriser à faire des choses parce qu'il est plus là. Je peux pas m'autoriser à ressentir de la joie ou un bonheur. Pour moi c'était fini, j'avais plus le droit à ça puisqu'il était plus là. Pourquoi? La peur d'être jugée peut-être, j'en sais rien, je pense pas. Peut-être par respect pour lui. Et je pense que c'était plus par respect. Sachant que j'ai quand même eu maintenant depuis 2 ans quelques remarques comme quoi j'arrivais à partir, alors après je les prends mal, mais peut-être qu'elles sont pas mal fondées, hein. Mais moi quand on me dit toi tu arrives à partir, oui, et voilà, du côté un peu familial de son côté à lui, oui, comme si c'était un reproche. Je le prends comme ça. Comme si tu devais rester en deuil toute ta vie. En fait. Voilà, c'est qu'une personne qui fait ça. C'est la seule personne qui me fait culpabiliser un peu, sachant que toute sa famille, sinon, est avec moi.
C'est impressionnant. On part en vacances d'ailleurs cette année. J'ai rajouté son oncle et sa tante qui viennent aussi avec nous. La famille, les vacances s'agrandissent en famille et moi j'ai besoin que sa famille soit là aussi. C'est des gens très importants pour moi qui sont là et qui me soutiennent à fond et qui ont besoin aussi, comme ils disent, de moi. Donc voilà, j'essaye de faire maintenant ça pour moi me dire que de toute façon ma vie, certes, elle ne sera pas ce qu'on avait prévu. Mais que ça change de rien de me tirer dans un trou. Et, tout à fait, ça ne le fera pas revenir. Non. C'est sûr. Et c'est pas pour ça que je lui manque de respect. En plus, c'est certainement pas ce qu'il aurait voulu pour toi. Non, ça c'est sûr, parce que je sais que lui, à l'inverse, il aurait été abattu, ça c'est sûr, vu la fusion qu'on avait, mais il aurait fait aussi, il aurait gardé sa passion, il aurait gardé sa passion photo, sa passion nature. Sa passion voyage, donc je pense qu'il l'aurait fait aussi, donc je me dis pourquoi s'interdire tout ça. Il sait ce que je vaux, il sait que c'est pas parce que je fais ça que je l'oublie. C'est ça exactement. Et au contraire, il sait que je le fais avec sa famille qui a aussi besoin qu'on se retrouve ensemble parce que eux, par ma personne, sont un petit peu aussi avec lui. Oui, puis c'est le faire continuer à vivre, en fait, à travers toi, vos voyages, la photo, la nature. C'est continu. Voilà. Donc c'est vrai qu'on en est là et j'avance. De là, pour répondre à ta question du deuil, je reste dans cette colère. J'arrive pas à passer cette étape. Je suis pas en dépression parce que j'ai les médicaments. Je n'arrive pas à... Oui, on sent, tu es en colère. Je n'arrive pas à chaque rendez-vous médical pour le renouvellement d'ordonnance. Mon médecin adorable me dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Qu'est-ce qu'on fait? On renouvelle. Voilà, la question se pose même plus. J'ai plus envie d'arrêter parce que je me dis que j'ai essayé d'arrêter une fois, je suis tombée. J'ai fait mal encore à la famille. Oui, t'as pas envie de revivre ça. Et là, je ne veux pas revivre ça et je ne veux pas leur refaire revivre ça. Donc, ce traitement, je supporte bien. Et du coup, le deuil, je peux pas dire que je le fasse parce que je ne me vois pas passer autre chose dans ma vie. La seule chose que je veux, où j'avance, c'est que je me dis, mes enfants, ils vont commencer à parler de petits-enfants, de choses comme ça. Et ça, au départ, je disais non. Enfin, ils font des enfants, non, c'est hors de question. Parce que... avec Christophe, nos voyages, nos vacances avec eux, à chaque fois on disait quand on aura nos petits-enfants, on fera ça, on va les emmener, ça sera trop bien. Enfin voilà, parce qu'on voulait aussi, on avait tellement de projets. Oui, donc là, ça veut dire tu voulais pas sans qu'il soit là. Ouais. Ça, c'était impossible à faire sans lui. Ouais. Moi, je me voyais pas capable. Et là, je me dis que j'avance encore parce que mes enfants grandissent, mes enfants ont leurs amis communs, leurs conjoints, et parlent d'enfants. Et là, je me dis, mais vivement, quoi. Ouais, mais vivement. J'ai qu'une envie, c'est d'avoir ces petits et de leur faire découvrir, moi, ce que Christophe m'a fait découvrir, parce que finalement, cette passion commune qu'on avait, c'est lui qui m'a fait découvrir, parce que moi, je suis fille d'agriculteur, mais je vivais à la ville. Donc oui, on allait à la campagne, et on allait en vacances chez les grands-parents, on allait à la ferme, voilà, j'adorais ça. Mais on était à la ville, donc... la nature, voilà quoi, ouais. Un petit peu. En fait, on l'a découvert tous les deux. Enfin, lui était très nature. Ouais. Et il m'a mis là-dedans. Et t'as envie de le transmettre. Et ça, je veux parce que je sais que c'est ce qu'il aurait voulu. Et ça, par contre, maintenant, j'arrive à me dire. C'est pour ça que je sais que j'avance. Et personnellement pour toi, est-ce que tu te sens un petit peu à te dire à faire des rencontres pour toi? Non, ça, alors pas tout le monde, hein, mais beaucoup de personnes m'en parlent de sa famille, surtout. Sa cousine, avec qui je suis très 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 proche. Et c'est vrai qu'elle m'en parle, hein, elle me dit, mais il faut refaire ta vie le jour où tu... Et ça, non, c'est pour moi inenvisageable. Après... c'est ce que je dis, c'est ce que je lui ai répondu encore il n'y a pas longtemps, parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. On est partis en vacances ensemble chez ma sœur et on en parlait. Et après, je lui dis, mais tu sais, je te dis ça, mais il y a 4 ans, tu m'aurais dit je partirais en voyage, je t'ai dit non. Donc là, pour moi, c'est inenvisageable. Après, vaille que vaille. Là, je suis dans l'optique et la mentalité de si par bonheur,
peut-être. Oui, sans que Sans tu t'y le vouloir, attendes. mais Pour l'instant, tu n'as pas envie de chercher. Aucunement envie de chercher, et vraiment, si ça arrivait, ce serait vraiment du hasard. Ce serait vraiment le destin, encore une fois. Et parce qu'en aucun cas, ma vie... Alors oui, maintenant que les enfants sont chacun chez eux, maintenant que... Il m'arrive de me dire, mais quelle va être sa vie, quoi? Tu vas être toute seule. Là, oui, t'as la famille qui est proche. Mes parents vieillissent, la famille de Christophe vieillit. Donc je me dis, c'est eux qui sont quand même les plus proches. Les plus proches de moi sont, au niveau distance, c'est quand même les parents, les oncles, les tantes. Donc je me dis, le jour où ils seront plus là, qu'est-ce qui va te rester? Certes, tes enfants, tes petits-enfants, mais ils sont pas à côté, ils sont... Moi, je veux pas partir d'ici, enfin, voilà, là, c'est dans l'inconnu. Donc honnêtement... Voilà, ce serait vraiment le hasard et le destin si ça se passait comme porter, ça. Quoi. Ouais. Mais actuellement, au jour le jour, je me laisse porter. Je ne ferme pas la porte, hein, bien sûr. Mais pour moi, c'est inenvisageable quand même dans ma tête. Je pense que la pauvre personne serait... elle aurait du Christophe tous les jours et elle aurait... Oui, mais après, je pense que la personne que tu rencontreras, elle fera avec. Si vraiment elle tient à toi. Oui, bien sûr. C'est peut-être, oui, non mais enfin, c'est honnêtement, sûr. Voilà. Et après, tu changeras encore. C'est ça, peut-être. Mais c'est pour ça, je peux pas dire non, ça m'arrivera pas parce que ce serait vraiment illusoire. Mais dans ma tête, non. Je finirai seule et je ferai en sorte de bien finir seule et de faire ce que j'ai envie. Pour le coup, où ça m'a changé en caractère, c'était lui qui avait ce caractère-là. Moi, comme on me dit souvent, ma fille, mon fils, c'est toi t'arrondis toujours les angles, c'est tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Là, j'ai récupéré son caractère en me disant, depuis 2 ans à peu près, un an, oui, ça fait pas 2 ans, ça fait 1 an, où je choisis ce que je veux. Pour toi. Pour moi. Et pas ce que je veux, pas faire pour les autres. Oui. Donc j'ai fait beaucoup de tri, j'ai recontacté des gens. Des amis en commun, voilà, qui sont venus et qui n'osaient pas venir parce que peut-être qu'à l'époque, on n'était pas si proches que ça, et des collègues à Christophe, qui sont venus et qui étaient, qui n'osaient pas, et ça fait du bien en fait de se remettre dans des trucs comme ça. Et finalement, j'ai un peu mis de côté les gens qui étaient peut-être là, mais pour finalement plus me faire du mal que du bien. Bien sûr, ouais. Donc là, je privilégie je privilégie le positif pour moi. Ouais, c'est bien. Donc ça, c'est un grand pas. Ouais. Très grand pas. Donc c'est pour ça que j'avance dans mon deuil. Et là, pour le coup, il m'aide énormément parce que c'est lui qui avait ce caractère-là à se dire... il faisait pas semblant, quoi. Si vous voulez dire, on dit pas blanc quand c'est noir et on dit pas noir quand c'est blanc. Lui, c'était cash. Donc moi, je suis moins cash, mais maintenant, je dis les choses. Si je veux pas, je veux pas. Si je ferai pas pour faire plaisir, maintenant, c'est moi. Et ça restera comme ça, je pense. C'est très bien. Voilà. Donc, voilà pourquoi on avance. Enfin, j'avance. Ok. Bon, écoute, merci beaucoup, Fanny, pour ce joli témoignage. Oui, merci à toi. C'était très beau. Entendu. De rien, c'était avec grand plaisir. Ouais. Merci, en tout cas, on te souhaite plein de belles choses, plein de voyages, plein de petits-enfants. Il y en a, des petits-enfants. Je veux des petits-enfants. Et encore merci. C'est gentil, merci à toi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note de 5 étoiles et à vous abonner à notre podcast. Votre soutien nous aide à continuer de partager ces histoires de femmes incroyables. Partagez également avec vos amis pour que notre communauté grandisse. Et abonnez-vous à notre page Instagram, Women and Life, le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.